Nous ne prévoyons pas d'avoir d'enfants dans le futur. S'occuper d'un chien coûte déjà cher. Pourquoi incite-t-on aujourd'hui les populations à faire des bébés, alors que pendant des décennies, le message allait dans le sens opposé, les gouvernements distribuaient des préservatifs, finançaient la contraception, lançaient des campagnes massives pour convaincre les familles de se limiter. En Chine, on imposait même une limite d'un seul enfant par famille. Aujourd'hui, le ton a changé et on se demande si c'est juste pour la main-d'œuvre. Ces mêmes pays implorent maintenant leurs citoyens d'avoir des bébés. La Chine offre des primes, la Corée du Sud investit des milliards, la Russie transforme la maternité en devoir patriotique. Que s'est-il passé? La réponse tient en un mot, panique. Pendant que l'Afrique subsaharienne continue d'entendre qu'elle a trop d'enfants, le Japon, la Corée du Sud et une dizaine d'autres pays riches font face à une extinction lente mais certaine. Leur population pourrait diminuer de moitié d'ici la fin du siècle. Ce documentaire explique pourquoi les États avaient mis des restrictions de naissance, les conséquences engendrées. Et surtout, jusqu'où ils sont prêts à aller pour forcer leurs citoyens à faire à nouveau des enfants que ces derniers ne veulent plus. Avant de plonger dans cette réalité inquiétante, soutenez Nomade en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Il y a 50 ans, le discours dominant était simple, la surpopulation allait détruire la planète. Des livres comme La bombe démographique prédisaient des famines massives, des guerres pour l'eau, l'effondrement des sociétés. La solution paraissait évidente, limiter les naissances, à tout prix. Cette vision a façonné des politiques entières. Des organisations internationales parcouraient le monde pour convaincre les pays pauvres de contrôler leur fécondité. Le message martelé partout, trop d'enfants signifie pauvreté garantie. Mais personne n'avait prévu ce qui allait suivre. Pour maintenir une population stable, chaque femme doit avoir en moyenne 2,1 enfants. Ce chiffre s'appelle le seuil de renouvellement. En dessous, la population commence à vieillir, puis à diminuer. Et aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit dans des pays sous ce seuil. Les conséquences ne se voient pas tout de suite. Pendant 20 ou 30 ans, tout semble normal. Puis, progressivement, les signes apparaissent. D'abord, ce sont les écoles primaires qui manquent d'élèves. Ensuite, les universités peinent à remplir leurs amphithéâtres. Les entreprises cherchent des travailleurs qui n'existent plus. Le Japon a perdu 2 millions d'habitants en 10 ans. La Corée du Sud pourrait voir sa population diminuer de moitié d'ici 2100. L'Italie enregistre plus de décès que de naissances depuis des années. Ces pays ne sont pas en guerre, ils ne subissent pas de catastrophes naturelles. Ils disparaissent simplement, en silence. Le problème va bien au-delà des statistiques. Moins de jeunes signifie moins de travailleurs pour financer les retraites, moins de médecins pour soigner les personnes âgées, moins d'ingénieurs pour innover, moins de soldats pour défendre le territoire. Pour certains dirigeants, c'est une question de survie nationale. Dans ces circonstances, une seule question taraude l'esprit, est-ce juste un besoin pour la main-d'œuvre? La démographie est devenue le nouveau champ de bataille du XXIe siècle. Et dans cette guerre invisible, certains pays sont déjà en train de perdre. La question revient sans cesse. Pourquoi les jeunes refusent-ils d'avoir des enfants? Les gouvernements cherchent des réponses, lancent des enquêtes, organisent des débats. Mais la vérité est simple et brutale. Avoir un enfant est devenu un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. Prenez le logement. À Séoul, le prix d'un appartement représente plus de 20 années de salaire moyen. À Tokyo, c'est pire encore. Comment imaginer fonder une famille quand on ne peut même pas s'offrir un espace suffisant pour vivre seul? Des millions de jeunes adultes vivent encore chez leurs parents à 30 ou 35 ans, non par choix, mais par nécessité. Le travail a également changé de nature. Dans les années 1970, on pouvait obtenir un emploi stable à vie avec un simple diplôme. Aujourd'hui, l'instabilité est la norme. Contrats courts, horaires imprévisibles, pression constante sur les performances. En Corée du Sud, la semaine de travail dépasse régulièrement les 60 heures. Quand voit-on ces enfants? Cette pression professionnelle touche particulièrement les femmes. Avoir un enfant signifie encore, dans la plupart des sociétés, sacrifier sa carrière ou accepter une double journée épuisante. Bureau le jour, maison le soir.
Face à ce choix impossible, de plus en plus de femmes optent pour leur indépendance professionnelle. La solitude joue également un rôle majeur. Le mariage recule partout. Au Japon, 30% des hommes de 50 ans n'ont jamais été mariés. Les applications de rencontres remplacent les présentations familiales, mais les relations restent superficielles, temporaires. Comment construire une famille quand on ne trouve même plus de partenaire stable? Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Une partie des jeunes générations ne croit tout simplement plus en l'avenir. Changement climatique, crise économique à répétition, guerres qui se multiplient, inégalités qui explosent. Pourquoi mettre au monde un enfant dans un futur qui semble condamné? Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une réponse rationnelle à un monde devenu hostile à la parentalité. L'histoire de l'Iran est particulièrement révélatrice de ces retournements brutaux. Dans les années 1980, juste après la révolution islamique, le pays encourageait fortement les naissances. L'ayatollah Khomeini appelait les familles à avoir de nombreux enfants pour renforcer la nation. Le taux de fécondité atteignait alors 6,5 enfants par femme. Mais cette explosion démographique a rapidement montré ses limites. Les infrastructures ne suivaient pas, le chômage explosait, les ressources se raréfiaient. En 1989, le gouvernement fait volte-face complète. L'Iran lance alors l'un des programmes de planning familial les plus efficaces de l'histoire moderne. Contraception gratuite dans tout le pays, vasectomies encouragées, campagne massive dans les médias. Le message est clair, 2 enfants maximum par famille. Les mollahs eux-mêmes prêchent désormais la limitation des naissances depuis les mosquées. Les résultats dépassent toutes les attentes. En seulement 20 ans, le taux de fécondité chute de 6,5 à 1,9 enfants par femme. C'est la baisse la plus rapide jamais enregistrée dans un grand pays. Les experts internationaux saluent ce miracle démographique iranien. Puis, en 2012, nouveau revirement spectaculaire. Le guide suprême Ali Khamenei déclare que le planning familial était une erreur. Le pays manque maintenant de jeunes, la population vieillit trop vite. Le gouvernement annonce des primes importantes pour les familles nombreuses, 1 000 $ pour le 3e enfant, logement prioritaire, avantages fiscaux. Mais les Iraniens ne suivent pas. Le taux de fécondité continue de baisser, atteignant aujourd'hui environ 1,7 enfants par femme. Les femmes iraniennes, souvent hautement éduquées, ne veulent plus revenir en arrière. Elles ont goûté à une certaine liberté et refusent de la sacrifier. En 2021, le Parlement iranien va plus loin. Une loi restreint sévèrement l'avortement et la stérilisation volontaire. Certains députés proposent même d'interdire complètement la contraception pour les femmes de moins de 30 ans. L'État iranien est prêt à contrôler directement les corps pour forcer les naissances. L'histoire démographique chinoise ressemble à une tragédie en plusieurs actes. En 1979, face à une croissance démographique jugée incontrôlable, Deng Xiaoping impose la politique de l'enfant unique. Une décision radicale, appliquée avec une brutalité administrative implacable. Le système est simple et terrifiant. Chaque naissance doit être autorisée. Un 2e enfant entraîne des amendes colossales, pouvant atteindre plusieurs années de salaire. Les fonctionnaires perdent leur poste, les couples sont exclus de l'accès aux soins, au logement social, à l'éducation pour leur premier enfant. Dans certaines régions, les autorités locales vont encore plus loin. Des bébés sont arrachés à leur mère. Le gouvernement chinois estime lui-même que cette politique a évité 400 millions de naissances. Pendant 35 ans, cette politique restructure complètement la société chinoise. Les fratries disparaissent. Une génération entière grandit sans frère ni sœur, sans oncle ni tante, sans cousin. Ces petits empereurs, enfants uniques sur qui repose tout l'espoir familial, subissent une pression psychologique écrasante. Un autre effet dévastateur apparaît, le déséquilibre entre les sexes. Dans une culture valorisant traditionnellement les fils, des millions de familles optent pour des avortements sélectifs ou abandonnent leurs filles. Résultat, aujourd'hui, la Chine compte environ 30 millions d'hommes de plus que de femmes. Des millions d'hommes qui ne trouveront jamais de partenaire, une source potentielle d'instabilité sociale massive. En 2015, le gouvernement réalise l'ampleur du désastre. La population vieillit à une vitesse folle, la main-d'œuvre diminue, les systèmes de retraite menacent de s'effondrer. L'enfant unique est abandonné.
Les familles peuvent désormais avoir 2 enfants. Puis 3 en 2021. Mais les Chinois ne suivent pas. En 2023, la Chine enregistre son premier déclin démographique depuis 60 ans. Le taux de fécondité tombe à 1,2 enfants par femme, l'un des plus bas au monde. La Chine a détruit sa propre démographie. Et elle découvre, trop tard, qu'on ne répare pas en quelques années ce qu'on a brisé en 3 décennies. Si la Chine inquiète, la Corée du Sud terrifie. Le pays détient aujourd'hui le record mondial du taux de fécondité le plus bas, 0,72 enfants par femme en 2023. Lisez bien ce chiffre. Moins d'un enfant par femme. À ce rythme, la population sud-coréenne sera divisée par 2 d'ici 2060 et pourrait pratiquement disparaître d'ici la fin du siècle. Comment en est-on arrivé là? La Corée du Sud a construit sa réussite économique sur un modèle de compétition extrême. Dès l'école primaire, les enfants passent plus de 12 heures par jour à étudier. Les cours privés du soir, appelés hagwon, se terminent souvent après minuit. Cette pression ne s'arrête pas après les études. Le marché du travail sud-coréen est l'un des plus brutaux au monde. Horaire de 60 à 70 heures par semaine, culture du présentéisme poussée à l'extrême, burn-out généralisé. La Corée du Sud a l'un des taux de suicide les plus élevés parmi les pays développés. Dans ce contexte, avoir un enfant relève de l'impossible. Les femmes sud-coréennes sont parfaitement conscientes de ce qui les attend. Abandon forcé de leur carrière, double journée épuisante, charge mentale écrasante. De plus en plus choisissent simplement de refuser ce modèle. Le gouvernement sud-coréen a dépensé plus de 200 milliards de dollars en 15 ans pour relancer la natalité. Prime de 35 000 $ par enfant dans certaines villes, logements subventionnés, crèches gratuites, congés parentaux rémunérés. C'est l'un des budgets pronatalité les plus élevés au monde. Résultat ? 0. La courbe continue de plonger. Certains responsables politiques proposent maintenant des solutions de plus en plus extrêmes, taxer les célibataires, réserver certains emplois publics aux parents, interdire les contenus valorisant le célibat. La démocratie sud-coréenne commence à envisager des mesures autoritaires par pur désespoir. Le Japon avance 20 ans devant les autres. Ce qui se passe là-bas préfigure le futur d'une grande partie du monde développé. Et ce futur ressemble à un long déclin silencieux. Les chiffres sont implacables. Un tiers de la population japonaise a plus de 65 ans. Dans certaines régions rurales, ce chiffre atteint 50%. Des villages entiers ne comptent plus que des personnes âgées. Les dernières écoles ont fermé, les derniers commerces ont baissé le rideau. Ces endroits attendent simplement de disparaître. Les ventes de couches pour adultes dépassent celles pour bébés depuis 2012. Les fabricants de cercueils sont en pleine expansion. L'industrie funéraire est l'un des rares secteurs en croissance. Le Japon construit son économie autour de la mort, pas de la vie. Tokyo échappe encore au pire, mais même la capitale vieillit. Les trains sont remplis de personnes âgées le jour, vides le soir. Les quartiers résidentiels se transforment en zones semi-désertées. Des milliers d'appartements restent vides, leurs propriétaires décédés sans héritier. La solitude atteint des niveaux inédits. Le phénomène des kodokushi, morts solitaires, touche des dizaines de milliers de personnes chaque année. Des Japonais meurent seuls chez eux, parfois découverts des semaines ou des mois plus tard. Des entreprises spécialisées dans le nettoyage de ces appartements font fortune. Le marché du travail se déstabilise complètement. Les entreprises cherchent désespérément de la main-d'œuvre. Certaines recrutent jusqu'à 70 ans et plus. Des retraités de 80 ans travaillent dans les supermarchés, les usines, les chantiers. Le Japon n'a tout simplement plus assez de jeunes. Certains économistes prédisent que la population japonaise passera de 125 millions aujourd'hui à 50 millions en 2100. Le Japon nous montre une vérité dérangeante. Même avec de l'argent, de la stabilité politique et des technologies avancées, le déclin démographique peut devenir irréversible. Et quand il s'installe, il transforme tout. La Russie fait face à une crise démographique aux multiples facettes. Depuis 1991, le pays a perdu près de 10 millions d'habitants. Les décès dépassent les naissances chaque année. L'espérance de vie des hommes russes est inférieure à 65 ans, l'une des plus basses des pays développés. L'alcoolisme tue des dizaines de milliers d'hommes chaque année. Les accidents, les violences, les maladies cardiaques déciment la population active masculine.
Le déséquilibre entre hommes et femmes atteint des proportions inquiétantes dans certaines régions. Des centaines de milliers de jeunes ont fui le pays pour éviter la mobilisation. D'autres sont morts ou blessés au front. La Russie perd précisément la génération dont elle a besoin pour se renouveler. Face à cette catastrophe, le président a fait de la natalité un enjeu national. Mais l'approche russe diffère des autres pays. Elle mêle incitation financière et discours idéologiques de plus en plus radicales. Le capital maternel offre environ 13 000 $ pour un deuxième enfant. Des régions ajoutent leurs propres primes. Certaines proposent des terrains gratuits aux familles nombreuses. Les mères de 10 enfants ou plus reçoivent le titre de mère héroïne, ressuscitée de l'ère soviétique. En 2023, le Parlement russe vote une loi interdisant la propagande du mode de vie sans enfants. Toute promotion publique du choix de ne pas avoir d'enfants peut désormais être sanctionnée. Les influenceurs vantant le célibat ou la liberté sans enfants risquent des amendes, voire la prison. L'Église orthodoxe russe s'est jointe à cette campagne. Les prêtres martèlent que la famille traditionnelle nombreuse est une valeur russe fondamentale. L'avortement, bien que toujours légal, est de plus en plus stigmatisé. Des régions multiplient les obstacles administratifs pour y accéder. Et malgré tout cela, le taux de fécondité russe reste bloqué autour de 1,5 enfants par femme. Même la pression idéologique et les restrictions de liberté ne parviennent pas à inverser la tendance. Une question hante désormais tous ces pays. Que faire quand rien ne marche? Quand des centaines de milliards dépensés ne produisent aucun effet? Quand les courbes continuent de plonger malgré tous les efforts? Certains gouvernements commencent à envisager des mesures autrefois impensables. En Hongrie, Viktor Orban a créé un ministère entièrement dédié à la famille. Les femmes de moins de 30 ans sont exemptées d'impôts si elles ont au moins 4 enfants. Les prêts immobiliers sont effacés après 3 naissances. La Pologne, avant le changement de gouvernement en 2023, avait lancé un programme offrant 500 zlotys par mois pour chaque enfant. Le pays dépensait près de 4% de son PIB en politique familiale, un record européen. Mais d'autres voix se font entendre, plus radicales. Des responsables politiques évoquent la taxation des célibataires, comme cela existait en URSS. D'autres suggèrent de réserver certains emplois ou logements aux parents. Certains proposent même de conditionner le droit de vote au fait d'avoir des enfants. Ces idées restent marginales, pour l'instant. Mais elles montrent jusqu'où peut aller la réflexion quand la panique s'installe. La frontière entre incitation et coercition devient de plus en plus floue. Le contrôle du discours public s'intensifie également. Après la Russie, d'autres pays pourraient être tentés de restreindre la propagande antinataliste. Critiquer la parentalité, valoriser le célibat, promouvoir les modes de vie alternatifs pourrait devenir progressivement suspect. Les femmes sont particulièrement visées. Dans presque tous ces pays, le discours insiste sur leur responsabilité de faire des enfants. Les pressions sociales s'accumulent. Les questions indiscrètes lors des entretiens d'embauche se multiplient. Le choix de ne pas avoir d'enfants devient de moins en moins acceptable socialement. Certains experts prédisent même que, d'ici quelques décennies, des pays pourraient restreindre l'accès à la contraception ou à l'avortement au nom de l'urgence démographique. La vraie question n'est plus comment relancer la natalité, mais jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier les libertés individuelles pour sauver la démographie nationale ?